Les travaux à tous les deux, j'ai envie de vous demander quand même tout ce qui est décote par rapport à ces logements qui sont classés F ou G, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, Stéphane? Alors, il y a heureusement sur la sortie des passoires thermiques, il y a déjà de prévu des possibilités de s'en affranchir, entre guillemets, notamment parce qu'on est sur des bâtiments classés ou qui sont... Bon, et il y a aussi ou alors lorsqu'on fait de la location courte durée. Oui. Aussi, hein. Ou en copropriété. Ou en copropriété, si effectivement la copropriété ne vote pas les travaux nécessaires, il faut redemander chaque année à ce que la copropriété vous essuyez un refus, le refuse, ça vous permet de louer quand même. Mais il y a d'autres moyens, et notamment, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, un marché qui marche très fort et qui permet de s'affranchir de la problématique pour l'instant des passoires thermiques et du plafonnement des loyers, c'est de conclure avec un locataire qui ne va pas faire du logement que vous lui proposez sa résidence principale. Soit parce que c'est de la courte durée, soit c'est qui se développe de plus en plus, notamment à Paris, pour un logement en tant que pied-à-terre, notamment avec le développement du télétravail. Donc ça, c'est un marché qui a toujours existé, mais qui explose depuis le Covid et le télétravail. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vivent à Reims, à Poitiers, ou que sais-je, et qui viennent passer 3 jours à Paris, donc 2 nuits, mardi, mercredi, jeudi, très souvent. Et donc, ils ont besoin quand même d'un appartement, les hôtels étant au prix qu'on connaît, et puis bon, proposer ses affaires, etc. Donc, ils louent des appartements, mais comme ce n'est pas leur résidence principale, vous pouvez leur faire un bail civil. Ce n'est pas un bail 89, donc, et si vous leur faites un bail civil, vous n'êtes pas concerné par le plafonnement des loyers, vous n'êtes pas concerné pour l'instant. Pour l'instant. Le gouvernement y pense beaucoup. Il réfléchit très fort. Par rapport au... Enfin bon, je veux dire, interdire, notamment pour la location courte durée, les passoires thermiques, ça va être quand même un peu compliqué pour les cabanes de pêcheurs dans les calanques ou les bergeries en Corse, etc. On s'éloigne de l'Île-de-France. Oui, bien sûr. Les stations de sport d'hiver ont des soucis. Voilà, Isola 2000, c'est 90% de passoires thermiques. Toutes les stations de ski des années 60-70 notamment, c'est une immense majorité de passoires, donc ça va quand même être un peu compliqué. Mais enfin, pour l'instant, effectivement, avec ce bail civil, pour les allergiques à la réglementation, pour les gens qui ont peur, ça peut être une idée pour déplafonner ses loyers, etc. Donc voilà, il y a des solutions quand même, heureusement. Autre solution, maître Delsal, et justement, pour continuer, pour poursuivre sur ces logements classés F et G, et ces travaux, et notamment et l'haussmannien. Oui, là, c'est ce que disait mon voisin, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des échappatoires en matière de copropriété, ou parce qu'il y a l'ABF, cet architecte des bâtiments de France, qui va vous dire non, là, il n'est pas question de faire des travaux sur la façade. OK, donc du coup, refus de permis de construire pour améliorer la thermique du bâtiment, ça vous donne la possibilité de louer. Donc ça, c'est vraiment, il y a eu encore des arrêtés ou des décrets cet été là-dessus, pour bien confirmer la loi qui avait prévu ça. Donc là, maintenant, les choses sont bien posées. Pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aides qui ne sont pas négligeables. Il y a des aides étatiques, il faut vous renseigner, municipales, voire régionales, ce qu'on appelle la prime rénov améliorée, et qui vous permettent quand même de prendre en charge des installations de pompes à chaleur et autres. Donc renseignez-vous quand même, parce que quelquefois, vous pouvez gagner en étiquette énergétique 1 ou 2 étiquettes. Et quelquefois, il y a même des méthodes toutes simples. Je pense à une chose, c'est ce qu'on appelle de la peinture plastifiée. Et mettre de la peinture plastifiée sur des murs de façade vous fait souvent gagner une étiquette. Alors, c'est pas terrible pour la façade, parce que si vous mettez également sur la façade de la peinture plastifiée sur la rue, ça veut dire que la façade est encapsulée et que tout ce qui est ferraille à l'intérieur, dans 10 ou 20 ans, ça peut exploser. Mais bon, voilà, sachez qu'il y a une petite méthode assez facile. Vous vous arrangez avec le diagnostiqueur en leur disant je vais mettre de la peinture plastifiée. Est-ce que vous m'améliorez mon étiquette ou pas? Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut... C'est des petits trucs. C'est une bonne idée, ça, Stéphane? Oui. Alors, il y a notamment, pour les maisons en pierre, je sais qu'il y a des problématiques aussi que la pierre ne respire plus si on double par l'extérieur, etc. Donc, bon, il y a des bâtiments qui s'y prêtent moins. Je crois que l'urgence aussi, et Bruno Le Maire s'empare du problème, l'urgence aussi, c'est peut-être de réviser le DPE.
parce que le DPE, c'est pas fiable, quoi. Enfin, tout le monde s'en rend compte. C'est prévu. Moi, je m'en rends compte régulièrement parce que... si c'est annoncé aujourd'hui, ça casserait la dynamique aussi, à la fois des artisans. Donc ça devrait être... Là, on parle notamment du calendrier et aussi sur le DPE de revoir. Mais c'est tellement important. De revoir la superficie. C'est tellement pour les petits logements. Pour les petits logements, c'est quand même compliqué, mais c'est tellement important le DPE aujourd'hui. Il y a un problème de fiabilité. 60 millions de consommateurs avaient fait un test. Ils avaient pris 3 ou 4 maisons. Ils avaient fait venir à chaque fois 5 diagnostiqueurs. Il n'y avait pas un DPE qui était le même. Donc c'est quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, toutes les chambres de bonne des immeubles haussmanniens sont en G-, avec les toits en zinc, etc., qui est un très mauvais isolant. Elles sont toutes en G-, donc elles sont toutes potentiellement interdites de location dès l'année prochaine. Je dirais que la tension qu'on a déjà, si tous les derniers étages d'immeubles haussmanniens, Art déco, tous les immeubles toits zinc sont exclus du parc, ça va quand même être compliqué. Donc il faut quand même, je pense, d'urgence revoir le DPE. Que le gouvernement en est un peu conscient. Parce que là, c'est quand même une problématique vraiment importante. Et je pense aussi le principal problème pour les passoires thermiques, c'est les artisans, parce qu'il n'y a pas les artisans. Aujourd'hui, les artisans RGE, je pense que c'est même pas 5%, je crois, des artisans qui sont labellisés RGE. Pour obtenir les aides, effectivement, qui sont nombreuses, il faut des artisans RGE, etc. Et aujourd'hui, les artisans RGE sont complètement débordés. Là, il faudra aussi remettre des gens dans le circuit pour faire des travaux. On va un peu vite en besogne. Maître Delessel, justement, on l'évoque, des propositions des notaires du Grand Paris, peut-être pour fluidifier un petit peu le marché. En tout cas, il y a des propositions. Oui, on a fait des propositions auprès des pouvoirs publics, propositions fiscales essentiellement. Alors il y a des propositions aussi du dernier congrès, qui étaient un peu moins fiscales. C'est assez basique. C'est déjà un moratoire sur le Pinel, sur l'investissement Pinel, qui dispositif d'investissement locatif, notamment dans le neuf. De dire compte tenu de la crise en ce moment, ça serait bien de ne le supprimer que dans un an ou deux. Donc de le prolonger. Voilà. Dès l'instant aussi où on fait des travaux, justement, des travaux d'amélioration, y compris énergétique bien sûr, ça serait de donner un abattement en cas de transmission du bien. En fait, pour intéresser les familles à la rénovation du parc immobilier qu'ils ont, et serait on exonère de, par exemple, 50% les droits de succession du bien qui a été revalorisé, parce que on travaille pour la planète, et donc du coup, récompense, on aurait un abattement sur les droits de succession, et également pour les primo-accédants, parce qu'on ne les oublie pas, ça serait une vieille méthode qui existait il y a une vingtaine d'années, c'est tout simplement de déduire les intérêts d'emprunt, de défiscaliser les intérêts d'emprunt des primo-accédants. Peut-être pas tout le monde, mais voilà, au moins des primo-accédants. Donc voilà, ça c'était des propositions fiscales. Les grandes lignes, oui. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais qui ont été annoncées et portées auprès des pouvoirs publics. Après, il y a les propositions du Congrès, il y a pas mal de propositions techniques. Ça, vous le savez, c'est notamment de généraliser, d'instituer des permis de construire qui peuvent être réversibles. Oui. Pour que le bâtiment soit plus souple et qu'on ne soit pas coincé dès qu'on veut changer. Les bureaux, les logements et autres. Tout ça, c'est pour améliorer le nombre de logements. On a pensé aussi à un statut de bailleur privé, donc comme beaucoup, mais l'Arlésienne. Un statut plus logique, en fait, d'asseoir un peu les mêmes règles pour le meublé et le vide, mais au choix du contribuable. De dire, moi, que ce soit du meublé ou du vide, je choisis, par exemple, d'être à l'impôt sur les sociétés ou pas. Et je choisis d'amortir ou pas. Voilà. Mais ça serait un choix du contribuable, par exemple. Et Stéphane Descartiers, pour conclure, les propositions de la maison de l'investisseur. Alors, les propositions, effectivement, le statut du bailleur privé, ça c'est vrai que c'est un serpent de mer, dont on entend parler depuis au moins une quinzaine d'années. Ce serait effectivement le bienvenu, notamment parce que il y a eu une bascule vers le meublé de la part des investisseurs, c'est évident depuis des années, à tel point que certains marchés même saturent quasiment en meublé, parce que effectivement le meublé c'est plus souple, et c'est fiscalement beaucoup plus intéressant. Donc qui veut moins de souplesse et plus d'impôts ? En fait personne. Donc il y a énormément de bailleurs qui ont basculé du nu
vers le meublé et qui pratiquent notamment l'amortissement, ce qui fait que globalement, ils arrivent à annuler leur impôt pendant des périodes de 10-15 ans avec les reports, etc. Donc, voilà, donc de pouvoir harmoniser, alors peut-être en échange, entre guillemets, pour l'investisseur, pour le bailleur, d'avoir un loyer peut-être un peu en dessous du marché, et puis bien sûr d'avoir un logement digne, bien évidemment, mais aussi performant sur le plan énergétique, donc peut-être avec des contreparties, mais de pouvoir amortir, y compris le nu, parce que le nu, plus personne ne veut en faire aujourd'hui. Bon, voilà, donc c'est clair que d'aligner la fiscalité du nu, en tout cas vers celle du meublé en termes notamment de fiscalité, serait une très bonne chose et permettrait là aussi de fluidifier le marché et de relancer le nu qui est aujourd'hui à la peine. Oui, c'est là où il faut se renseigner justement sur là où vous investissez. Est-ce que justement le marché locatif meublé et pas justement il y a trop d'offres et que vous aurez du mal à trouver un locataire. Mais aujourd'hui, louer c'est là vraiment connaître son marché. Ça fait. Connaître son marché, eh bien c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Il y a tellement de choses à dire, on en refera. Ah bah là, on peut en parler pendant une journée. Merci en tout cas à tous les deux pour vos éclairages. Merci pour vos bons conseils. Maître de Le Salle, porte-parole des notaires du Grand Paris, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Stéphane Descartier, fondateur de la Maison de l'Investisseur, merci beaucoup. À bientôt.